il m'a dit écoute, je peux pas racheter cette boîte avec toi. De un, parce que je suis en train de vendre mon nouveau groupe à Carrefour, dont School Touch que tu as créé, et de deux, en fait, t'as pas besoin de moi, t'as besoin d'une banque. C'est une petite boîte, Katanga. T'as besoin de trouver un banquier, t'as pas besoin d'un investisseur. Tu sais vendre, ils savent produire. Vole de tes propres ailes et vas-y tout seul. Bonjour, vous écoutez La Sphère Indus, le podcast qui met en lumière et dépoussière les dessous des industries françaises. Une fois par mois, Clément Bognol et Hugo Duc donneront la parole à des personnalités qui vous partageront leur vision et leurs histoires singulières autour des métiers passionnants de la supply chain, des achats et des opérations industrielles. Ce podcast vous est proposé par Linkust, l'expert du recrutement dans la supply chain, les achats et les opérations. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la Sphère Indus by Linkust. Aujourd'hui avec Clément, on est ravis d'échanger avec Thibault Lavielle, repreneur et dirigeant à succès de l'atelier Katanga, une usine de textile. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être de démontrer qu'il est possible d'entreprendre dans le monde industriel, mais aussi comprendre comment Thibault a pu passer d'une petite entreprise à une usine du futur. Bonjour Thibault, bonjour Clément, merci d'être présent aujourd'hui. J'ai une première question, moi, qui me vient en tête. C'est pourquoi tu as décidé à la vingtaine de reprendre une usine? À la vingtaine, à 26 ans. Ouais, peut-être pour me présenter un peu. Donc, du coup, je m'appelle Thibault, j'ai 35 ans depuis la semaine dernière. Et du coup, je suis le président de l'atelier Katanga. L'atelier Katanga, c'est un atelier de marquage textile qui existe depuis 25 ans et que j'ai repris il y a 8 ans. Et du coup, pour répondre à ta première question, pourquoi j'ai décidé de le reprendre, avant, il faut remonter un petit peu plus en amont. Avant de reprendre l'atelier Katanga, j'ai eu une première expérience d'intrapreneuriat. En gros, dans ma vie, j'ai toujours voulu être entrepreneur et j'ai bien échoué. J'ai fait une première expérience d'intrapreneuriat et après j'ai fait du reprenariat. Donc j'ai repris des boîtes. Et en intrapreneuriat, j'ai créé une société du coup de toute pièce, mais qui n'était pas pour moi. C'est ça la différence entre l'entrepreneuriat, la société n'était pas à moi. Ça s'appelait School Touch et on faisait du prêt-à-porter personnalisé pour les étudiants. Donc j'étais déjà tombé dans le monde de la personnalisation. Et sur le marché que je connaissais bien, qui était le marché étudiant, parce que j'étais moi-même étudiant en école de commerce à Neoma à Rouen. Et j'avais fait ça pour le compte du fondateur de Cdiscount, que j'avais rencontré lors d'un stage, un stage de première année d'école. Et à la fin de ce stage, il m'avait demandé ce que je voulais faire ensuite, et je lui avais pitché un projet d'entrepreneuriat qui était de créer School Touch. Alors ça s'appelait pas encore School Touch, mais ce projet de suite pour les étudiants, de suite personnalisée pour les étudiants, pour toutes les grandes écoles de commerce et d'ingénieurs et universités françaises. Et donc du coup, c'est un projet que j'ai fait pendant 4-5 ans, je pense. Ça s'est super bien développé. Moi, j'avais 21 ans à l'époque. On est monté à une quinzaine de salariés, du coup, dont certains étaient beaucoup plus âgés que moi. Donc, très, très chouette expérience. Et par contre, on avait un problème dans cette boîte, mais qui n'était pas des moindres, c'est qu'on savait pas produire. Globalement, à chaque fois qu'on prenait une commande, on la livrait soit en retard, soit on la livrait à l'heure, mais c'était pas ce que les gens avaient commandé. Donc globalement, on avait toujours des clients mécontents, on avait toujours des clients qui nous appelaient pour râler. Et c'est super désagréable à gérer en fait comme relation commerciale d'avoir des clients qui sont pas contents du travail que tu as fait. C'est encore plus désagréable pour tes équipes et c'est encore plus désagréable quand tu ne maîtrises pas le comment changer en fait ce fait qu'ils sont pas contents en fait, comment les rendre contents parce qu'on maîtrisait pas la production. On sous-traitait à plein d'entreprises la partie personnalisation qui est pourtant clé. Tu vois, c'était 90% de notre business model, c'était personnaliser des produits et en fait on maîtrisait la partie commercialisation et pas la partie la commercialisation mais pas la partie personnalisation. Et du coup, Katanga, comment je les ai rencontrés, c'était mon dernier sous-traitant sur cette aventure. J'avais travaillé avec tous les ateliers de marquage, alors peut-être pas tous, ça serait méchant pour ceux que je connaissais pas, mais beaucoup d'ateliers de marquage de textiles français. Et j'y arrivais jamais. C'est-à-dire que j'essayais des nouveaux ateliers, je construisais pas vraiment de partenariat parce que comme j'étais pas content, j'en trouvais un autre. Et c'est un peu tout ce qu'il faut pas faire quand tu veux construire un partenariat avec une boîte. Et en tout cas, c'est ce que j'avais fait. Et Katanga était le énième atelier que je rencontrais.
sauf que eux, du premier coup, ils ont réussi à produire en temps et en heure les commandes que je leur confiais. Et du coup, j'ai voulu comprendre comment ils faisaient. C'est-à-dire que eux, contrairement aux autres qui livraient pas en temps et en heure et livraient pas ce que mes clients commandaient, eux, ils ont réussi du premier coup, à la différence près que quand je leur ai envoyé toutes mes commandes, ils m'ont demandé là, il me manque les quantités par taille, là, il me manque tel logo, là, il me manque les couleurs de marquage. En fait, ils m'ont posé les questions qui manquaient dans mon brief pour être capable de faire bien leur travail. Et ça, en fait, c'est la clé de bien comprendre le besoin du client. Ouais, et c'est ça qui m'a donné envie de venir les racheter. Ok. En fait, ils t'ont fait un peu le cahier des charges, toi derrière, pour pouvoir produire correctement tes textiles, quoi. Ouais, ça moi je leur bien définir ce cahier, quoi. Ouais, c'est ça. Je leur ai envoyé la même merde que j'envoyais aux autres ateliers, c'est-à-dire le même dossier un peu brouillon avec globalement mon client, il veut ci, il veut ça, et voilà les logos. Et eux, en fait, ils ont bien qualifié la demande, ils ont levé toutes les zones de doute, ce qui fait qu'ils ont réussi à produire convenablement, que mes clients du coup m'ont appelé pour me remercier. Et là, en fait, j'ai découvert une vocation, mais c'est ça le métier que je veux faire. C'est que je veux que mes clients m'appellent pour me remercier parce que je livre leurs commandes en avance ou parce que je livre ce qu'ils m'ont commandé. C'était super agréable comme situation. Et du coup, je lui ai demandé comment il a fait. Globalement, il m'a dit, on est une toute petite équipe. Katanga, c'est 6 personnes. Donc à l'époque où je rachète, c'est 6 personnes, 600 000 euros de chiffre d'affaires, 200 000 euros de pertes. 100 000 euros de découvert en banque, donc un tableau super cool pour venir acheter la boîte. Ouais. Et par contre, ils savent hyper bien produire. Il y a 6 personnes, mais c'est 6 personnes qui sont juste hyper bien à leur poste, 6 personnes qui sont attachées au travail bien fait, qui sont attachées à préserver les savoir-faire made in France, qui veulent vraiment la satisfaction client, c'est la clé pour eux, et ils veulent que le client soit content. Et ça, en fait, c'est énorme déjà comme valeur de boîte. C'est quality first, quoi. Là, en premier temps, c'est pas produire pour produire, mais d'abord travailler la qualité et derrière, tu vas vendre et tu vas pouvoir produire pour tes clients et avoir de la satisfaction, quoi. Ok. Ouais. Trop cool. Et est-ce que du coup, là, tu es chez School Touch, enfin, en tout cas, tu entreprends avec School Touch et du coup, pour bien comprendre, tu sous-traites la production chez Katanga. Et alors, à quel moment tu te dis, je vais peut-être racheter Katanga pour cette production? Donc effectivement, à l'époque, on sous-traite tout. C'est-à-dire qu'on est une boîte de vendeurs, on est une boîte de sales. On sait trouver des marchés. En l'occurrence, on a trouvé le marché étudiant. On sait convaincre les gens qu'on est les meilleurs et qu'il faut nous faire confiance. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on a pris les commandes, en fait, quand on les prend, on sait absolument pas où on va les produire. C'était ça notre business model de l'époque. Derrière, on cherche un atelier qui est capable on a un laps de temps assez réduit et on cherche un atelier pour produire. Et Katanga, en fait, était un de ces ateliers. Et du coup, on achetait des fringues chez un fournisseur, on livrait cet atelier. Lui, il faisait son marquage et livrait nos clients. Et en fait, ça repassait pas par nous. Donc, on n'avait pas de contrôle qualité nous-mêmes sur ce qui se passait. Et du coup, comment je suis passé je suis un sales et maintenant je veux devenir un petit capitaine d'industrie ou un producteur, on va dire. C'est post cette expérience hyper positive. On est en plein mois d'août. Je passe 40 commandes de t-shirts de week-end d'intégration à livrer tous première semaine de septembre ou deuxième semaine de septembre. J'ai tout vendu. J'ai pas d'atelier. Et je cherche un atelier parce qu'ils sont tous en vacances au mois d'août. Et j'ai un de mes fournisseurs, celui chez qui j'achète le textile. Je lui dis, écoute, j'ai une bonne nouvelle. Je vais t'acheter près de 30 ou 40 000 t-shirts. Par contre, j'en ai une mauvaise, ou alors en tout cas, il va falloir que tu m'aides. C'est que je sais absolument pas où est-ce que je vais les personnaliser. Il faut que tu me trouves un atelier. Tous mes ateliers actuels, ils sont fermés. Ou alors, ceux qui sont encore ouverts, j'ai pas envie de retravailler avec eux. Ils m'ont fait des ratés sur mes précédentes commandes. Et du coup, il me conseille Katanga. Il me dit, c'est un tout petit atelier. Tu vas voir, ça paye pas de mine, mais ils ont très bonne réputation niveau qualité. Et c'est comme ça que je les rencontre. Ensuite, ils produisent en temps et en heure mes commandes. Mes clients m'appellent pour me remercier. Et là, j'appelle le patron qui s'appelle Alain Pellissier pour le remercier. Pour lui dire, écoute, je tiens à te remercier parce que c'est la première fois que des clients m'appellent pour me remercier. C'est super agréable. Et en fait, c'est grâce à toi. C'est grâce à ton équipe. C'est pas moi qui ai fait ça. C'est complètement la relation qu'on est en train de créer, ce partenariat. Donc bravo. Mais explique-moi comment t'as fait en fait. Explique-moi pourquoi des gros ateliers n'y arrivent pas. Voilà. Et je pense qu'il a été touché que je le remercie.
il m'a un peu ouvert son cœur, mais en tout cas toute son histoire. Il m'a raconté l'histoire de Katanga et il m'explique, écoute, pour être transparent avec toi, là tu viens de nous donner des commandes en un mois que d'habitude on met 3-4 mois à avoir en fait comme type de commande. J'avais des salariés qui devaient partir en vacances, en fait ils sont pas partis en vacances pour produire tes commandes, donc grosse marque d'implication des salariés. Et par contre, toi, tu es admiratif de comment nous, on produit et on livre tes clients, et moi, je suis admiratif de comment tu as réussi à vendre tout ça, comment tu trouves tous ces clients, et en fait, je trouve que ça ferait, c'est lui qui me dit ça, hein, ça ferait un super match de tu sais vendre, nous, on sait produire. Est-ce que ça t'intéresse pas de reprendre la boîte parce que la boîte va pas très bien, on n'arrive pas, en fait, on n'a pas assez de chiffre d'affaires, on couvre pas nos charges, on est quasiment au 3e appel, hein, mais il m'explique que la boîte perd de l'argent, et je passe pas mal de temps au téléphone avec lui à essayer de comprendre pourquoi, en fait, comprendre pourquoi quelqu'un qui sait hyper bien produire, qui a une équipe de salariés hyper dévouée, qui vont être capables de rester travailler alors que c'est les vacances, de faire du bon travail, qui sont amoureux du travail bien fait, en fait, pourquoi ils s'en sortent pas. Et dans ce cas-là, tu vois, enfin c'est un peu un cri de haine, quoi. C'est pourquoi ils sont très très bons et ils y arrivent pas. C'est injuste comme situation. Et à côté de ça, nous on sait vendre et on n'arrive pas à produire. Donc il y a vraiment deux mondes qui doivent se rencontrer. Et je raccroche le téléphone. Je réfléchis 2 minutes et j'appelle du coup mon mentor de l'époque, Christophe Charles, qui est l'ex-patron de Cdiscount, et je lui dis, écoute, il vient de m'arriver un truc incroyable. J'ai des clients qui m'ont appelé pour me remercier pour la première fois de ma vie en 5 ans d'aventure de School Touch. C'est hyper agréable. C'est génial comme situation. Et la personne qui a permis ça, c'est Alain Pellissier. C'est une petite boîte qui s'appelle Katanga. Ils sont situés à Toulouse. Et en fait, ils veulent qu'on les rachète. Et je pense qu'il faut qu'on le fasse ensemble, parce que sinon on n'arrivera jamais à progresser. En fait, je pense que on a fait de la croissance, on a atteint une certaine taille, c'est cool, mais en fait c'est usant. Moi, je suis en limite burn-out, mon équipe elle est en limite burn-out. On ne s'en sort pas. En fait, à chaque fois qu'on prend une commande, on sait qu'on va pas la livrer en temps et en heure, on sait qu'on va faire de la merde. Donc c'est pas tenable comme situation. Et eux, ils savent produire, et par contre ils ont des lacunes, donc il faut qu'on les rachète. Et du coup, il me dit go, vas-y, étudie le projet, on rachète ensemble. Ok. Voilà. Putain, trop cool. C'est quelqu'un qui est très cash. Et en fait, 6 mois plus tard, il l'a pas fait avec moi. Il m'a dit, écoute, je peux pas racheter cette boîte avec toi. De 1, parce que je suis en train de vendre mon nouveau groupe à Carrefour, dont School Touch que tu as créé. Et de 2, en fait, t'as pas besoin de moi, t'as besoin d'une banque. C'est une petite boîte, Katanga. T'as besoin de trouver un banquier, t'as pas besoin d'un investisseur. Tu sais vendre, ils savent produire. Vole de tes propres ailes et vas-y tout seul, quoi. Voilà. Là, il fallait vouloir, parce que toi, à ce moment-là, ton problème, si je comprends bien, c'est que toi, tu sais vendre, eux, ils savent produire. Dans ton process, t'as des soucis qualité, et finalement, toi, ce que t'as besoin, c'est d'une usine qui fabrique. Mais ouais, en temps et en heure, parce qu'aujourd'hui, c'est ta problématique, c'est que tu prends de la commande, mais tu sais pas comment livrer en temps et en heure. Mais comment toi, derrière, tu arrives à financer un tel projet? Parce que racheter une usine aujourd'hui, ça doit coûter un fric monstre. Alors effectivement, le problème qui restait dans l'équation, c'était comment tu finances le rachat. Parce que ce que je devais pas avoir comme problème, c'était que globalement, ils devaient financer le rachat, et moi je faisais une sorte d'apport en industrie, c'est-à-dire que j'allais travailler pour la boîte et la développer, et c'était comme ça qu'on allait être associés sur ce projet. Et là en fait, il me dit, tu vas avoir, bonne nouvelle, tu vas avoir 100% du capital, mais par contre, mauvaise nouvelle, il me le dit pas, mais il faut que tu trouves l'argent tout seul. Alors c'est oui et non sur ça coûte un bras de racheter une usine en France. Là on part d'une petite usine, un petit atelier de marquage avec du matériel, du matériel industriel, mais plutôt vieillissant, et surtout on parle d'une entreprise qui est en difficulté, qui est pas très loin du dépôt de bilan, qui a pas du tout qui est en énorme décroissance, qui avait déjà réalisé 1 million d'euros, là il réalisait 600 000 euros de chiffre d'affaires, qui avait déjà fait un petit peu de résultats, là il perdait pas mal d'argent,
et qui avait pas de cash. Donc en fait, concrètement, au contraire, cette entreprise, et c'était le conseil que me donnaient tous les banquiers, elle valait rien. Elle valait pas 1 euro. Il fallait attendre qu'elle se liquide et j'aurais pu la racheter pour 1 euro. Par contre, c'était exactement ce que je voulais pas faire. Parce que la valeur de Katanga, c'était ni la marque, ni la soi-disant base client. La valeur parce qu'il n'y en avait même pas assez des clients de toute façon. La valeur de Katanga, c'était l'équipe et le savoir-faire et les machines qui étaient en place et qui fonctionnaient très bien. Et je voulais surtout pas attendre qu'elle parte en liquidation, parce que si elle part en liquidation, ça veut dire que tu as les 3/4 de l'équipe qui est partie. Là, pour le coup, les process ne marchent plus, la production ne marche plus. Et les machines, potentiellement, les meilleures ont été vendues par un liquidateur à un concurrent. Donc, tu rachètes une boîte qui vaut plus un clou, pour le coup. Tu l'achètes pas cher, mais elle vaut rien. Donc, c'était exactement ce que je voulais pas faire. Et donc, du coup, j'ai eu besoin de trouver une banque. Comment vous mettez d'accord du coup sur la valorisation de Katanga ? Sur ce type de boîte, mais comme souvent, je pense, dans les rachats, il n'y a pas de méthode très classique et très traditionnelle de valorisation. Là, concrètement, sur Katanga, c'est un accord qu'il faut trouver entre un vendeur et un acheteur. Et moi, concrètement, je me suis basé sur le prix qu'en voulait le vendeur, qui lui permettait de souhaitait partir à la retraite, souhaitait lever le pied. C'était une boîte qu'il avait créée de toutes pièces, qui avait eu ses hauts et ses bas. Il avait un peu tous ses œufs dans le même panier. Il était propriétaire de la SCI, qui était propriétaire des murs. Donc la boîte arrivait quasi plus à payer les loyers. C'était son revenu principal. Il y avait sa femme qui était salariée dans l'entreprise. Donc en fait, l'objectif, c'était d'abord de sauver l'entreprise, de sauver les emplois et de continuer à payer le loyer de la SCI, de continuer à faire travailler sa femme qui vient de partir à la retraite il y a 1 an, donc qui est restée pendant les 8 ans avec moi. Donc concrètement, on se base sur le prix qu'en souhaite le vendeur. Et la seule chose qu'on a changé, moi derrière, je me fais accompagner par avocat et expert comptable. Et ce qu'on s'aperçoit assez vite, c'est que les banques, elles veulent surtout pas financer un rachat de parts sociales. Quand tu rachètes une boîte, il y a globalement 2 méthodes. Soit tu rachètes les parts sociales de l'entreprise, donc tu es propriétaire de l'entreprise, de son actif et de son passif, donc autant de tout ce qui va rentrer comme commande, tous les comptes en banque, sous réserve qu'ils soient bénéficiaires, qu'ils soient positifs. Là, dans le cas de Katanga, à la base, c'était pas le cas. Et par contre, tu es redevable de toutes les dettes, donc à la fois les emprunts, à la fois les dettes fournisseurs. Ça, c'est méthode classique, tu rachètes les parts. Et l'autre méthode, c'est de racheter le fonds de commerce. Donc, tu vas choisir ce que tu veux racheter. Et du coup, concrètement, nous, c'est ce qu'on a fait. On a choisi de reprendre les machines, on a choisi de reprendre le droit au bail, donc le droit de louer le local. On a choisi de reprendre tous les contrats fournisseurs. On a choisi de reprendre tous les salariés qui étaient clés. Donc, on a refait tous les contrats. On a choisi de reprendre, bien sûr, la base client, en fait, toute la boîte, sauf les dettes financières. Donc, il y avait quelques prêts. C'était pas grand-chose, mais il y avait quelques prêts encore bancaires et les encours fournisseurs. Mais là, c'est pareil. Il y avait en fait, ce qu'allaient payer les clients allaient payer les encours fournisseurs. Et la différence pour une banque, elle est assez basique. C'est que quand tu rachètes les parts sociales, tu reprends aussi l'historique de capitaux propres de la boîte. Et les capitaux propres, c'est en fait la somme de ton capital social. On rentre un peu dans la technique, mais quand tu crées la boîte, si tu la crées avec 1 000 euros, au début, elle a 1 000 euros de capital social. Et ensuite, tous les ans, tu vas ajouter les bénéfices ou les pertes, ou soustraire les pertes que tu gagnes. Et ça, en fait, ça te crée les capitaux propres. Et dans une entreprise, les capitaux propres, c'est un peu la valeur intrinsèque de la boîte. Et une boîte qui perd de l'argent, en général, assez vite, elle a des capitaux propres négatifs. Et qui dit capitaux propres négatifs, dit pas d'accès à l'emprunt, pas d'accès à des encours fournisseurs. En fait, t'es un peu blacklisté de tous les circuits de crédit. Et du coup, les banques n'ont pas voulu qu'on rachète cette boîte avec des capitaux propres négatifs. Et donc, ils ont voulu qu'on recrée, ils nous ont conseillé de recréer une structure et du coup neuve, propre, avec de l'apport et du coup de partir d'une bonne base avec des capitaux propres positifs. Il y a un gros effet pervers à ça, c'est que quand tu as des capitaux propres négatifs, tous les ans, si tu fais des profits,
tant que tu n'as pas remis tes capitaux propres positifs, tu payes pas d'impôts. Okay. Donc en fait, ça m'aurait coûté beaucoup moins cher de racheter la boîte avec ses capitaux propres négatifs que de la recréer finalement de zéro. Voilà. Par contre, c'était infinançable par de la dette de racheter une boîte avec des capitaux propres négatifs. Donc c'est comme ça qu'on a fait ça. Et au moment où tu as racheté cette boîte, du coup, toi, tu avais School Touch, c'est ça? Ouais. Donc là, tu rachètes, donc ça te fait une deuxième boîte avec Katanga. Ouais, alors non, c'est School Touch, c'était du coup mon expérience d'intrapreneuriat. Chez et en fait, ouais, alors c'était plus chez Cdiscount parce que Cdiscount avait été vendu, c'était dans une nouvelle structure. Et en fait, je quitte ce poste-là. Okay. Et je pars physiquement même. J'étais à Bordeaux et je pars à Toulouse racheter cette boîte pour racheter cette boîte et du coup je deviens à 100% dessus et j'ai d'abord 6-8 mois pour réussir à trouver une banque qui dit oui. Et pendant ces 6-8 mois, j'ai le patron de Katanga qui globalement me donne les clés. Me dit de toute façon il faut que ce soit toi, t'as la volonté, t'as la capacité à vendre, il faut que tu arrives à racheter, ça prendra le temps qu'il faudra mais on y arrivera. C'était vraiment un truc d'équipe quoi. Et une super relation qui s'est créée et donc non je pars au chômage, je fais 2 ans de chômage pour redresser la boîte. Là, tu pars, à l'aventure pour Katanga. Mais du coup, toi, donc tu reprends cette boîte qui fait pas forcément beaucoup d'argent, du coup, c'est du négatif. Quelle est la stratégie que tu mets en place, toi, à ce moment-là, pour tout exploser et derrière faire ce que c'est devenu aujourd'hui? En fait, je comprends quand je m'intéresse et que je veux racheter cette boîte, je comprends que leur valeur, c'est qu'ils savent produire. Et ensuite, l'autre valeur et le potentiel, c'est la capacité de production de la boîte. En fait, tu as une boîte qui a des machines, à l'époque, qui sont que sérigraphes, donc c'est de la sérigraphie, c'est une des techniques de marquage pour imprimer des t-shirts. Et la boîte a une capacité, ils ont 3 carousels de sérigraphie, ils ont une capacité de faire environ 5-6 000 pièces par jour, et en fait, ils en vendent 500 tous les jours. Donc en fait, moi, je vois une boîte qui sait produire qualitativement et qui a une capacité, avec le parc machine actuel, de faire x10. Alors, même si tu fais jamais x10 si tu prends que la capacité, c'est un peu trop beau. Mais voilà, une boîte qui a du potentiel, si tu ramènes des commandes, de bien livrer tes clients et une potentiel de croissance de par sa capacité. Voilà ce que je vois. Et tu as joué sur quoi comme levier, toi? Du coup, t'avais des leviers en particulier? Pour redresser la boîte, moi j'aime bien dire que t'as 3 manières. Enfin, t'as 3 leviers et en fait nous on a joué sur les 3 simultanément. Le premier levier qui est le plus classique, c'est t'augmentes les ventes. Tu vois, je viens de te dire, la boîte elle a pas assez de volume pour être rentable. Donc premier levier, t'augmentes les ventes, tu vends plus. Comment ça s'est concrétisé? Il y avait un seul commercial dans la boîte. Dans les 6 salariés, il y avait un seul commercial, Richard. Richard, il est toujours là. Ça fait 14 ans maintenant qu'il est là. Il est resté les 8 ans avec moi. Il continue à se développer tous les ans. C'est un super collaborateur. Mais il était tout seul pour payer globalement, pour faire assez de volume pour payer tout le monde. Et du coup, moi, en arrivant, je deviens le 2e commercial. Donc, quelque part, je multiplie par 2 l'équipe commerciale. Je passe de 1 à 2. Et du coup, tu vois, naturellement, si tu prends que ce levier, sur la première année, on fait un peu plus que x2. C'est vraiment ça l'effet, tu vois. Il y a Richard qui continue à vendre. Richard, je lui ai expliqué qu'il pouvait aussi aller chercher d'autres typologies de clients, donc faire plus de chiffre d'affaires sans travailler plus, finalement, juste en se concentrant sur d'autres typologies de clients. Et moi, je me mets à vendre sur des typologies de clients que je connais, que je maîtrise. Donc, la boîte fait x2. Donc, c'est quoi vos typologies de clients? Aujourd'hui, Katanga, on est positionné sur 4 marchés B2B, et 2 marchés B2C. En B2B, on habille les salariés des entreprises, premier marché. Donc, on fait du vêtement d'image, on fait du vêtement de travail, qui sont obligatoires dans beaucoup d'entreprises, personnalisés du coup aux couleurs des entreprises. Deuxième marché B2B, c'est le marché de la creator economy. On accompagne des créateurs de marques
qui créent des marques textiles. On les aide à choisir leur textile, choisir leur technique de marquage pour créer une collection, et également des influenceurs qui vont vouloir créer des collections de merchandising. Troisième marché B2B, le marché étudiant. On y est revenu, c'était mon ancien dada, c'était mon ancien marché. On a redémarré ça en 2020. Donc là, on habille les étudiants des plus grandes écoles de commerce, d'ingénieurs et d'universités françaises. Et le dernier marché étudiant, c'est qu'on travaille pour des revendeurs qui sont soit des agences de communication, soit des imprimeurs en ligne, soit des plateformes de print on demand en France ou à l'étranger, qui recherchent une solution de sous-traitance et de production de personnalisation textile. Donc on travaille en marque blanche pour eux. Et en B2C, on a des sites internet qui commercialisent des t-shirts humoristiques et des t-shirts sous licence. On fait notamment les t-shirts des Monsieur Madame, les livres pour enfants, Monsieur Parfait, Madame Princesse, Monsieur Costaud. Et on a racheté des boîtes qui sont aussi des marques de t-shirts. Et du coup, on vend ça sur leur propre site internet et on distribue ces marques sur des gros e-commerçants, chez des gros e-commerçants comme vendeprix.com, VP, Amazon, Cdiscount ou encore Limango, qui est un site de vente privée en Allemagne. Ok. Pour les marchés. Et tout ça, du coup, c'est personnalisé dans notre usine à Toulouse. Ok. Donc là, tu disais, ça, c'est ton premier levier, donc augmenter les ventes. Ouais, le premier levier, augmenter les ventes. Donc on a, ouais, c'est pas grave. Du coup, tu vois, on a développé petit à petit tous ces axes. Au début, quand j'arrive, il y a pas du tout tous ces axes. On fait, je crois qu'à l'époque, ils font un peu de revendeurs, un peu d'agences de communication et quelques clients en direct locaux, des jardiniers, des sociétés qui font du ménage, qui ont besoin d'habiller leurs salariés, tu vois, c'est un peu ça la typologie. Et petit à petit, on a créé ces niches de marché très spécifiques avec des équipes dédiées. Deuxième levier pour redresser une boîte, c'est d'augmenter les marges. Tu vends la même chose, mais tu le vends soit plus cher, soit tu as un coût de production qui est moindre. Et du coup, nous, on a travaillé sur ces deux leviers. On a été renégocier tous les prix d'achat de tous les fournisseurs. Tu vois, pour mieux acheter nos t-shirts vierges, pour mieux acheter nos encres, pour mieux acheter nos fils de broderie, pour mieux acheter tout ce qui est nécessaire à la production, pour mieux acheter notre transport, parce qu'on expédie des commandes. Donc voilà, t'augmentes finalement là, tu fais la même chose, mais tu gagnes plus d'argent à chaque fois que tu vends des produits. Et le dernier levier, qui est le plus important et celui sur lequel j'ai un peu excellé sur le rachat de Katanga, c'est la réduction des charges fixes de la boîte. C'est tout ce qui est frais généraux, et tu t'en rends pas compte, mais dans une boîte, en fait, ça croule sous les frais généraux. Donc, c'est toutes les dépenses qui ne sont pas liées à la production, à ce que tu vends. Et ça va être les dépenses, j'en parlais un peu tout à l'heure, mais de ménage. Nous, on a vu nos prestataires de ménage, on a réduit la facture mensuelle tout en maintenant, en les mettant en concurrence, on a maintenu le même nombre d'heures de prestations, mais on a réduit la facture. On a été renégocié, j'ai été renégocier un contrat d'un photocopieur qui était sous leasing, qui coûtait un bras, et j'ai rendu ce photocopieur, j'en ai pris un nouveau, dernier cri, mais au lieu de 1 500 € par trimestre, j'étais à 500 € par trimestre, quelque chose comme ça. J'ai été acheter différemment le café. Tu vois, ça passe même par les petites dépenses. Le café, on l'achetait au supermarché du coin, on s'est mis à l'acheter en plus grosse quantité chez un grossiste. Et j'ai même été renégocier le papier toilette. On a acheté le papier toilette au supermarché du coin, on s'est mis à l'acheter en plus grosse quantité chez un grossiste. Et on a en fait réduit le point mort de l'entreprise, en fait fait en sorte qu'il faille beaucoup moins de chiffre d'affaires, beaucoup moins de marge pour être à l'équilibre. Et on a fait tout ça simultanément. Tu augmentes les ventes, tu diminues les coûts d'achat et tu diminues les charges de structure. Et la première année, du coup, on a fait 1,5 million de chiffre d'affaires et on a sorti 200 000 € de résultat net. Okay. Et on est passé à combien? J'étais à 600 000 € de chiffre d'affaires et 200 de pertes. Ah oui, j'ai vraiment fait un on-off en termes de pertes profit. Incroyable. Et t'as été confronté un peu à des défis industriels sur le plan technique parce que du coup tu vas améliorer tes process pour que ça te coûte moins cher et t'as mis en place des actions particulières justement sur tes outils de production, racheter des machines, mettre du neuf. Déjà, en fait moi quand je rachète Katanga, c'est un atelier de sérigraphie
Donc une seule technique de marquage textile. La sérigraphie, ça te permet de faire des moyennes et grosses quantités de t-shirts imprimés. Et petit à petit, en fait, on s'est aperçu que c'était hyper limitatif. C'était bien, tu vois, comme technique, mais dès qu'on avait des clients qui nous passaient une fois une grosse commande et ensuite ils avaient des réassorts plein de fois dans l'année de petites commandes, ça marchait pas en fait. Soit on était plus rentable parce qu'on pouvait plus faire ces petites quantités, soit ça coûtait trop cher aux clients. Donc on a intégré des nouvelles lignes de marquage. En fait, on a intégré de l'impression numérique. C'est plus récent, c'est globalement des grosses imprimantes papier, mais on met des t-shirts à la place du papier. Donc ça, c'est un atelier que j'ai créé moi-même de toutes pièces. J'ai choisi les machines, j'ai passé je sais pas combien d'heures à imprimer moi-même sur ces machines et à optimiser les process. Ensuite, on a créé un atelier de broderie. Quand tu parles de personnalisation, en général, il y a 2 grosses techniques qui sont connues, l'impression et la broderie. La broderie, c'est plus qualitatif, c'est plus haut de gamme, c'est plus cher et ça tient mieux dans le temps. Et ça, du coup, ça a été un gros investissement qu'on a fait de se lancer dans cette technique de personnalisation parce que pareil, l'idée, c'était de garder nos clients. Un client, en fait, qui vient chez nous, il faut qu'on puisse y répondre pour les grosses quantités, pour les petites quantités, quand il veut faire des produits brodés, quand il veut faire un peu tous ses besoins, il faut qu'on puisse y répondre. Donc, on a créé ça. Et après, on a créé un atelier de transfert. Le transfert, c'est une autre technique d'impression qui permet de personnaliser des matières techniques, comme des maillots de sport, mais également des zones compliquées de marquage. Pardon, comme faire des impressions à l'intérieur des cols, ce que les marques aiment bien, des impressions sur les manches, que tu peux pas faire avec les autres techniques de marquage. Donc, on a créé ces ateliers. Je t'avoue que pendant un temps, ça s'est fait de manière assez fluide. Ça a assez bien marché. On a eu un gros challenge quand les volumes ont augmenté. En fait, où tu t'aperçois que des process qui sont pas très bien, pas très huilés, pas très écrits, ça part vite en cacahuète et t'as vite les SAV qui augmentent, t'as vite les délais qui se mettent à exploser dès que tu prends un petit pic de production. Donc on a eu ces phases et du coup la réponse à chaque fois ça a été de structurer, organiser, redessiner les flux de production et petit à petit mettre des gens bien meilleurs que moi sur les métiers, un peu les différents métiers de l'atelier. Notamment recruter un directeur de production qui nous a rejoint en 2022 quand on a déménagé l'usine. D'accord. Ok, parce qu'à la base, toi, il n'était pas du tout Indus. Non. Donc, ouais, moi, je suis vraiment, je suis un peu le commercial ouais. Qui est devenu amoureux des machines. D'accord. Et du coup, tu t'es formé un peu sur le tas, quoi, finalement, au monde Indus et tout le vocabulaire qui va avec. Et donc toi, je suis pas encore très habile avec tout le vocabulaire, mais ouais, j'ai vraiment appris sur le tas. J'ai vraiment passé, je pense, sur les 2 premières années, j'ai passé au moins 70% de mon temps dans l'usine. Tu vois, à être à 6 heures avec les salariés, à être en train de déballer les t-shirts, ensuite à les imprimer, à être en machine avec eux, à vraiment comprendre les contraintes. Et c'est ça qui a fait aussi que commercialement, je savais mieux l'expliquer aux clients. Je maîtrisais bien ce que je vendais en fait, parce que j'étais passé derrière les machines. Et ça, c'est trop bien. C'est des systèmes dans le lean qu'on peut appeler Gemba Walk, où justement, l'objectif, ça va être de faire ramener. Par exemple, tu vois. Voilà, en fait, l'idée, ça va être de ramener un peu tous les gens qui sont dans les bureaux, dans les grandes sphères de l'entreprise, qui sont complètement déconnectés du terrain, de la ramener sur le terrain pour justement comprendre la contrainte et qu'est-ce qui s'y passe vraiment et quels vont être les leviers sur lesquels il va falloir travailler. Et comprendre aussi, donner un peu de la dynamique. Voilà, c'est pas avoir une déconnexion complète entre l'opérateur technicien et le dirigeant. Donc c'est génial, quoi. C'est trop bien que tu aies pu faire ça parce que toi, ça t'a permis vraiment derrière de mieux échanger avec les clients. Je l'ai fait un peu naturellement et aussi parce que il manquait du monde en fait. Tu vois, on voulait économiser, donc j'y allais mettre la main à la pâte. Mais ensuite, maintenant, on l'a rentré dans nos process, c'est-à-dire que chaque collaborateur qu'on intègre, il fait quasiment une semaine en prod. Sur la semaine de son arrivée, en fait, il fait un premier brief d'une journée et ensuite il a un parcours d'intégration où il passe dans tous les ateliers pour échanger avec les équipes et comprendre comment ça marche, mais produire pour de vrai. Tu vois, c'est notre petit stage ouvrier à nous. Ce qui est une bonne chose. Et ils apprennent beaucoup en fait. J'avais une petite question quand tu parlais des technologies. Quand j'étais en école, j'étais responsable goodies, donc ça me parle. Toutes ces technos. Donc tu nous as dit qu'il y en avait trois principales.
l'impression, le marquage et la broderie. Sérigraphie. Est-ce que... Ouais, non, dans le marquage, tu as 2 grosses techniques, D'accord. l'impression et la broderie. D'accord. Et ensuite, tu as des sous-techniques, tu as plein de manières d'imprimer. D'accord. Et tu as plusieurs manières de broder, mais tu en as un peu moins. Et j'imagine que pour chaque technologie, il y a aussi des marges différentes. Peut-être que certains t-shirts que tu aurais brodés, tu peux les vendre peut-être plus cher. Est-ce que toi, il y a une technologie vers laquelle en tout cas que tu souhaites développer parce que elle a plein d'avantages, elle te permet des bonnes marges? Alors, pas vraiment. En fait, Katanga, on l'a construit sur être capable de répondre aux clients. D'accord. Nous, notre driver, c'est le client et c'est ce que veut le client. Et on est vraiment à l'écoute de ce qu'ils veulent, qu'est-ce que c'est la typologie de commande qu'ils ont. Et en fait, qu'est-ce qui va aujourd'hui? On est capable de répondre en impression. Tu as quelqu'un qui vient nous voir pour un projet d'impression, on sait répondre. C'est-à-dire que j'ai même pas besoin de savoir ce qu'il veut, mais en fonction il va me dire j'ai besoin de marquer tel produit, support. J'ai besoin de marquer tel logo qui a toutes ces couleurs-là, et j'ai besoin de marquer sur telle position, et j'ai telle quantité. C'est un peu les leviers qui vont nous dire, pour toi, on va faire telle technique de marquage. Voilà. Et ils viennent nous voir pour ce conseil et notre capacité en fait à avoir toutes les techniques de marquage pour répondre à son besoin. Voilà. Et nous, ce qui va répondre, c'est pas potentiellement. Il y a peu de produits que tu peux marquer dans toutes les techniques. Il y a, tu vois, le t-shirt à la rigueur. Sur un t-shirt, tu peux faire aussi bien de la sérigraphie que de l'impression numérique, que du transfert, que de la broderie. Mais ce qui va faire ton choix, c'est pas vraiment est-ce que tu veux du plus cher au moins cher, tu vois, où est-ce que je gagne le plus d'argent. Ce qui va nous faire choisir, nous, c'est combien il y a de quantité. Tu vois, c'est un premier driver de choix. À quoi ressemble le logo? La sérigraphie, c'est limitatif en nombre de couleurs. Le transfert et l'impression numérique, non. Quelle est la matière de ton t-shirt? L'impression numérique, ça fait que du coton ou au moins 50% coton, sinon ça imprime plus. Alors que le transfert fait du polyester, fait d'autres matières. Et où est-ce que tu veux marquer? Tu vois, tu peux marquer sur des zones faciles comme face avant, face arrière, à peu près dans toutes les techniques de marquage. Mais si tu veux faire des manches, des intérieurs cols, des positions un peu particulières comme tu as dans la mode, faire un marquage très bas ou très haut, tes techniques traditionnelles vont plus permettre. Donc moi, le driver de Katanga, c'est vraiment créer l'environnement où on dit toujours oui au client et par contre où on lui dit oui en gagnant de l'argent. Et ça vient qu'après, tu es obligé de prendre un peu de volume sur chaque technique pour regarder combien ça coûte de manière effective de marquer. Et après, sur de l'industrie, en fait, tu n'as ton vrai coût de production que quand tu es plein, que quand ton atelier tourne un peu à 100%. C'est ça qui est un peu difficile, c'est qu'il faut vite le monter en charge pour avoir tes vraies lignes de coût, tu vois, tes vrais salariés qui sont dédiés à cette ligne de production, etc. Ok. Et ça me fait penser un peu l'impression, etc. T'as des enjeux aujourd'hui. J'ai vu un post passer justement sur l'impression et l'impact écologique que pouvait avoir l'impression et le fait de diminuer, d'avoir un peu plus de minimalisme sur les logos. Et c'est un post que j'ai vu passer à ce sujet-là avec le logo McDo où on avait enlevé justement toute la partie jaune au milieu pour laisser que la partie minimaliste. Et toi aujourd'hui c'est un sujet sur lequel tu souhaites te positionner, justement travailler avec les marques sur réduire leur impact à travers la partie là en fait on va assez loin sur en fait quand tu cherches à réduire la quantité d'encre d'un logo, on va quand même assez loin. Il y a plein de manières d'être un peu plus acteur de l'environnement et défendre un peu plus l'impression propre et l'industrie. Et nous, on est hyper sensible. En fait, Katanga, déjà, nous, on est des grands défenseurs de la réindustrialisation, du Made in France. Ça nous fait vraiment, ça nous tient à cœur, de pouvoir personnaliser tous ces vêtements en France tout en étant rentable, en fait, et en faisant travailler des salariés français. Le deuxième élément, c'est que du coup, nous, dans les matières, déjà, tu vois, avant de choisir le logo, nous, on va proposer des vêtements qui sont majoritairement en coton organique. On travaille
travaille notamment avec un fournisseur qui s'appelle Stanley Stella, qui est un des premiers fabricants de t-shirts en coton organique. Donc le coton organique, ça consomme beaucoup moins d'eau, c'est beaucoup plus écologique à produire. C'est un peu plus cher, mais ça a tendance, en fait, comme c'est un effet consommation, plus il y a de volume fait en coton organique, plus le coût diminue. Et nous, on a tendance commercialement à proposer systématiquement, quand on nous demande 1000 t-shirts pas chers, on a tendance à faire le devis sur 1000 t-shirts pas chers, mais ensuite à proposer, à vraiment comprendre pourquoi t'en veux 1000. T'as combien de participants à ton événement? Est-ce que t'en as 800 et tu te dis que t'en prends un peu plus pour avoir toutes les bonnes tailles? Est-ce que tu peux pas être un peu plus malin et dans ton inscription demander le choix de la taille pour produire exactement le nombre que t'en as? Et est-ce que quand tu vas fournir 1000 t-shirts, t'as envie que ce soit des pyjamas ou des chiffons pour faire le ménage? En fait, ton impact niveau communication, le goodies et le textile, c'est un super produit de communication, mais c'est un super produit de communication si c'est pas porté une seule fois. Et l'avantage de faire des jolis produits qui ont une bonne coupe et une bonne tenue dans le temps, c'est qu'en fait, les entreprises, du coup, vont voir leurs produits portés 2 fois, 10 fois, 20 fois. Ça devient un produit beaucoup plus mode. Et du coup, le coût de la campagne marketing d'acheter un t-shirt bien coupé, personnalisé en France dans une bonne technique de marquage, en fait, il devient vachement moindre que le t-shirt qui vaut pas cher, mais pas cher une fois. En fait, ça coûte très très cher à la longue. Donc, nous, on milite déjà pas mal sur le choix des vêtements. Ensuite, on milite sur la partie encre. Tu vois, l'encre qu'on utilise en impression numérique, c'est une encre qui est certifiée GOTS. GOTS, c'est la certification la plus élevée en matière de coton organique. On teste pareil des encres qui sont GOTS en sérigraphie. On a du fil qui est également certifié GOTS pour la broderie. Tu vois, on est aussi sur les consommables. On utilise des solvants qui sont des solvants non pétroliers, qui sont des solvants bio pour nettoyer les machines, donc ce qu'on appelle des éco-solvants. Donc déjà, tu vois, on est sur toute cette démarche au niveau des ingrédients et de ce qu'on vend. Le côté niveau d'encre dans le logo, c'est aussi plus de l'esthétique. On va avoir un conseil chez nos clients sur faire des gros aplats. C'est pas le truc le plus qualitatif que tu peux faire en impression. T'as très vite un effet un peu plastique. T'as très vite un effet ton t-shirt est plus dur et plus rigide. Donc on va plus les conseiller à ce niveau-là. T'as pas aujourd'hui en tout cas chez nous, de tarification supérieure si tu me mets un logo rempli. Et si tu me mets un logo peu rempli, c'est peut-être quelque chose qu'on fera dans le futur. Par contre, en broderie, on va vachement pousser nos clients à faire des petits logos relativement non gourmands en nombre de points de broderie, parce que là, en fait, la broderie, c'est du temps. Ça dure, faire un petit logo, ça peut durer 3 minutes. Faire un gros logo, ça peut durer 3 heures. Et là, pour le coup, quand tu es en France, avec un coût quand le principal ingrédient de ton coût de production, c'est de l'humain, tu as un vrai impact sur le coût de production. Donc, on va les pousser à acheter des logos qui sont moins chers, qui sont plus petits, plus esthétiques aussi. Tu vois, c'est une entreprise qui veut mettre un gros placard avec son nom de l'entreprise. On va lui conseiller de faire plutôt un logo un peu plus discret, dans le même optique que les salariés le mettent le week-end, que les salariés le mettent un peu plus facilement que si c'est un énorme placard. Les gens aujourd'hui sont pas des espèces de bonhommes Michelin publicitaires, quoi. Par rapport à cet élément du Made in France, il y a quelques temps, j'avais entendu une phrase de Marc Simoncini qui produit les vélos Angel en France, ouais. Et qui expliquait que l'argument Made in France, c'est un argument, mais aujourd'hui, c'est quand même difficile pour le client de faire un sacrifice sur le prix pour le Made in France. Est-ce que, je voulais avoir un peu ton avis là-dessus. Est-ce que, pour toi, est-ce que pour tes clients, le fait que ça soit Made in France font qu'ils vont être capables de payer plus cher, voire 2-3 fois plus cher? Clairement pas. Ouais. Voilà. Et du coup, quels sont les leviers autres que tu proposes par rapport à un fournisseur asiatique ou un fournisseur d'Europe de l'Est qui proposerait des prix plus attractifs? Ouais, non, clairement pas. En fait, nous, le Made in France et le côté, déjà, nous, on fait très peu de Made in France
pur, hein, c'est-à-dire des t-shirts made in France qui sont personnalisés en France. Nous, notre positionnement, il est quand même plutôt sur du t-shirt en coton organique ou du sweat en coton organique, pas fait en France, mais personnalisé en France. On défend le personnalisé en France, et chez Katanga, on a un atelier de personnalisation. Mais malgré ça, du coup, on a des coûts bien plus importants qu'un atelier en Asie ou un atelier en Europe de l'Est de production, et nos étudiants ou nos clients sont absolument pas capables de payer un centime de plus pour ça. Et on n'essaie même pas de jouer sur cet argument, on n'essaie pas de faire culpabiliser les gens. Nous, on fait travailler 50 personnes, aidez-nous à les payer, on n'est pas du tout là-dedans. Nous, en fait, on pense qu'il est possible de faire du Made in France et de personnaliser des produits en France, et de le faire en étant rentable, en associant de la technologie, donc c'est ce qu'on a fait, à un savoir-faire ancestral qui est le savoir-faire du marquage textile. Et Katanga aujourd'hui, surtout depuis qu'on a déménagé en 2022, c'est vraiment une usine connectée. On parle d'usine 4.0, mais c'est un terme un peu marketing, mais on va en parler. Et nous, notre force, c'est de connecter des marchés qui sont, en fait, on connecte un nombre de marchés infini, ou en tout cas, on peut connecter un nombre de marchés infini à nos machines de personnalisation. Du coup, on est capable de personnaliser très vite des vêtements en très petite quantité pour un certain nombre de clients. Et ça, en fait, du coup, on est inconcurrençable par la partie Asie. Nous, aujourd'hui, on n'est jamais en concurrence contre l'Asie. De toute façon, on ne peut pas. Enfin, une sérigraphie en Asie va soit rien coûter, être intégrée dans le prix du produit, soit coûter 10-15 centimes. C'est pas du tout sur ça qu'on se bat. Nous, on a alors pas inventé, parce que ça existe à l'étranger, mais on fait du print on demand, de la production à la demande. On connecte des centaines de sites internet ou de plateformes de print on demand mondiales qui vont rechercher une solution de personnalisation en France. Et nous, c'est sur ça qu'on répond. On travaille pour une plateforme internationale de print on demand qui met en relation des créateurs dans le monde entier qui veulent commercialiser, créer des marques de textiles ou d'objets et qui veulent les vendre dans le monde entier. Et en fait, cette plateforme a noué des partenariats avec des ateliers dans chaque pays pour être capable, si un Français achète un t-shirt d'une créatrice américaine, mais que c'est un Français qui l'achète en France, globalement la commande elle est orientée vers Katanga, et Katanga va produire ce t-shirt et livrer en 24-48 heures le t-shirt chez le client. Et du coup aujourd'hui, tu vois, c'est réinventer le circuit de production comme ça. Et là, tu vois, sur ça, on n'est pas du tout en concurrence avec personne. En fait, on vient nous chercher parce qu'on a cette capacité de connecter des marchés, de connecter des plateformes et de produire à la demande. Et on vient nous chercher soit pour le marché français, soit pour le marché européen. Ok. Et donc ça, c'est issu de ton usine, on va dire, ce qu'on appelle 4.0, mais c'est quoi qui t'a poussé, toi, en fait, à créer cette usine 4.0, et c'est quoi les challenges auxquels tu as été confronté? Tu avais une usine qui était trop petite par rapport à la demande que tu avais à l'époque, et il fallait que tu grossisses? Alors, j'avais déjà commencé à mettre beaucoup de tech dans la production pratiquement dès la première année du rachat de Katanga, et par hasard, pour le coup, comment je me suis mis à faire ça, c'est par hasard. On avait un marché qui tractait fort, qui se développait fort. C'était, on avait des marques de t-shirts imprimés, des marques de t-shirts humoristiques, des marques de t-shirts sous licence, et on les vendait sur les sites de vente privée. Nos plus gros clients, mais c'est toujours venteprivée.com, showroom privé, Bazar Chic, Brandalais. Et le business model à l'époque de ces sites-là, et du coup le nôtre, c'était de mettre en vente une marque pendant 7 jours à peu près sur un site. Au bout des 7 jours, on recevait une commande. Ensuite, on produisait, on imprimait tous les t-shirts, on les conditionnait, on mettait des codes barres dessus pendant à peu près 10 jours. Ensuite, on livrait un centre logistique sous 48 heures, et le centre logistique relivrait les clients finaux. Je te raconte pas, en termes d'empreinte carbone, on était au taquet. Et en termes d'efficacité, tu vois, un client qui commandait un de nos t-shirts sur vente privée, il pouvait mettre 30 jours pour le recevoir. Et ça, c'était le business model d'il y a 7-8 ans sur tous ces sites-là. En fait, tu mettais très longtemps à être livré. Et ces clients ont commencé à nous pousser à faire du dropshipping
pour eux, c'est-à-dire livrer leurs clients finaux. Et pour nous, c'était un énorme challenge industriel et informatique parce que ça n'a plus rien à voir. T'es plus en train de recevoir un bon de commande que tu as un peu de temps pour retraiter, reformaliser, te faire tes ordres de fabrication, produire, conditionner, tu livres un entrepôt logistique. Là, tu dois produire à la demande. Chaque fois que tu as une commande, il faut imprimer le t-shirt, le bon visuel sur le bon t-shirt, dans la bonne taille, dans les bonnes couleurs. Et il faut les livrer chez les clients finaux en 24-48 heures. Donc là, on s'est attelé à un défi gigantesque qu'on savait pas du tout comment faire. Et comment on l'a adressé, ce défi? Un week-end, j'étais à l'usine en train d'imprimer des t-shirts pour changer. J'avais vendu pas mal de t-shirts sur showroom, sur une opération showroom privé. Et du coup, j'étais un peu le seul con. Le seul con dans mon usine à imprimer les t-shirts parce que je savais que si on produisait que pendant la semaine, ça allait pas marcher. Et en général, le week-end, comme j'étais tout seul, ça me permettait de tester des nouveaux process, de tester de nouvelles choses. Et là, il y avait quand même beaucoup de t-shirts à imprimer. Donc, je demande à une agence d'intérim avec qui on travaillait de me trouver un candidat pour venir m'aider le samedi. Et si possible, le cahier des charges que je lui donne, c'est quelqu'un qui sait se servir d'un ordinateur parce que c'est une machine d'impression numérique. Donc, il faut faire globalement fichier imprimé. Tu vois. C'est pas très compliqué, mais il faut savoir faire fichier imprimé avec une souris, se servir d'un clavier, faire échappe de temps en temps. C'était le cahier des charges que je donnais à l'époque. Et l'agence d'intérim me rappelle et me dit je vous ai trouvé un profil, il démarre demain, il sera là à 7h ou 8h, je sais plus ce que c'était. Je pense qu'au niveau informatique, ça va aller parce que c'est un développeur. Du coup, il devrait s'en sortir avec le fichier imprimé. Et du coup, j'ai un développeur qui arrive le lendemain. Je lui montre comment marche la machine. Je lui ai pas montré très longtemps comment faire fichier imprimé. Et moi, du coup, pendant qu'il imprime, de toute façon, on n'avait qu'une machine numérique à l'époque. Je revais derrière mon ordinateur, qui était mon ordi était dans la même salle que la machine. Et du coup, j'étais en train de travailler un bon de commande d'un autre site de vente privée où j'avais un énorme Excel qui faisait 5000 lignes et qu'il fallait que je retravaille pour savoir qu'est-ce qu'il fallait acheter comme t-shirt, qu'est-ce qu'il fallait imprimer, recréer des codes barres. J'étais en train de faire ça. Je suis pas mauvais en Excel, mais je galérais grave. C'était un gros fichier avec des concaténés dans tous les sens qu'il fallait retravailler. Et puis le développeur du coup qui s'appelle Thibaut, qu'on appelle Thibaut Geek, qui est toujours dans l'entreprise. Ok, très bien. Il vient derrière mon épaule pendant que un t-shirt s'imprime, tu vois, ça met à peu près 3 minutes et à chaque fois il vient regarder, il me demande je peux regarder ce que tu fais, donc il regarde. Et à la fin de la journée, il me dit tu peux me donner le fichier source de ce que tu as en fait, ce que t'envoie le client et le fichier final une fois que tu l'as retravaillé pendant 2-3 heures, à quoi ça ressemble. Et je lui donne ça, je dis oui si tu veux. Il revenait le lundi, du coup, continue à imprimer des t-shirts. Et il arrive, il me ramène ma clé USB avec un petit sourire. Je lui dis qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, branche. Donc je branche la clé USB, j'ouvre l'Excel. Et là, il m'avait fait une macro. Où en gros je pars de mon fichier de base, j'appuie sur play et en 4 secondes j'arrive au résultat que je mettais 3 heures à sortir. Et là je dis waouh, toi déjà tu vas continuer avec nous. Tu vas rester à la maison. Et du coup il a fait une alternance avec nous. Okay, en fait, il était entre deux jobs. Il venait de finir sa formation. Il voulait reprendre un master, donc il a fait une alternance avec nous. Son projet d'alternance, c'était de créer notre logiciel de gestion de production. Wow. Okay. Donc voilà. Avant ça, on était sous Google Sheet. On gérait nos ateliers sous Google Sheet. Et on était un peu à la limite. On avait mis beaucoup de formules dans Google Sheet, mais c'était plus très pertinent. Et du coup, il nous a créé notre logiciel de gestion de production. Et puis, il m'a vachement aidé sur la partie print on demand, à être capable de connecter ces sites par API, à comprendre, à réinventer le workflow de production. En fait, c'est un geek, mais qui est très opérationnel. C'est-à-dire qui est, pour le coup, jamais derrière son ordi, qui va voir en production comment les opérateurs utilisent son logiciel, qu'est-ce qui les aiderait à faire progresser. Voilà. Donc, il nous a bien aidé. D'une intérim et toi qui galères derrière ton Excel, c'est ouf. C'est trop bien, genre d'anecdote, j'adore. Ouais. Tac. Et
Et toi, aujourd'hui, c'est quoi les défis auxquels tu t'es confronté un peu? Là, tu as grossi, c'est une boîte Katanga, maintenant, j'imagine ça tourne bien. Tu veux accentuer ce côté 4.0, vers quoi tu veux aller, toi, pour la suite? Effectivement, on a bien grossi. J'en parlais, et je crois que tu m'as posé la question et j'ai pas vraiment répondu pourquoi on a déménagé. Ouais. C'est vrai qu'on avait commencé la partie connexion dans l'ancienne usine, puis on a eu un problème de taille. L'usine faisait 700 mètres carrés. À l'époque, c'était une boîte qui faisait 600 000 euros. On a tenu jusqu'à 4,6 millions dans 700 mètres carrés. Et on était 6 personnes, et au moment où on fait 4,6 millions, on doit être une trentaine. Donc clairement, t'as plus de place sur le parking. Tous les matins, tu dois sortir les palettes de l'usine pour pouvoir faire marcher les machines, et t'espères qu'il pleuve pas. Heureusement, on est à Toulouse. Tu les ranges le soir. Donc tu vois, on était dans ces cas de figure où en fait on perd du temps opérationnellement tout le temps. On avait pris des locaux supplémentaires en location. On avait eu de la chance. On avait une nouvelle usine qui s'était montée avec des petits lots disponibles. Mais là, c'était la galère. On se faisait livrer pas au bon endroit. Tu avais des erreurs de livraison. On trimballait les palettes au transpalette. On faisait passer les palettes le trottoir aux palettes. C'est une grosse galère. Donc on avait tous ces problèmes opérationnels qui fait qu'on avait un peu touché notre plafond de verre en termes de capacité à grandir. Et donc je me suis mis en quête d'une usine plus grosse. Et du coup, c'était mon nouveau projet, tu vois. J'avais redressé Katanga, je l'avais développé, j'avais amené la boîte à 4,6 millions. Je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je fais après? Tu vois, je pense qu'on aurait pu continuer à peu près à ce rythme. La boîte était rentable. On est quand, à ce moment-là? On est en 2000, juste avant le Covid. D'accord. C'est 2020, fin 2020, on fait 4,6 millions. Ouais. Et l'année d'avant, on a fait 2,9 millions, je crois. Ouais, belle croissance. On a fait un bon Covid. Okay. On a fait un bon Covid pour plusieurs raisons. Le web, un de nos marchés sur lesquels on était positionnés, a explosé positivement, mais on a nos sites qui ont fait x2, x3. On a vraiment eu des croissances énormes sur nos clients e-commerçants. Et là, donc ça, c'était cool parce que c'était vraiment quelque chose sur lequel on avait investi. Et par contre, le truc un peu plus coup de bol, c'est qu'on s'est mis à fabriquer des masques pendant le Covid parce que tout le monde nous demandait des masques en fait, et on était un atelier textile, donc les gens nous appelaient en pensant qu'on allait fabriquer des masques. Donc on a rejoint un mouvement de tous les ateliers textiles français qui sont mis à fabriquer des masques. Et mine de rien, c'était une grosse galère. On a monté des lignes de machines à coudre, on a recruté jusqu'à 15 couturières en 2-8 pour produire des masques. Mais c'était une période stimulante et qui nous a ramené du chiffre d'affaires et de la marge et qui marchait bien. Et en fait, à la fin de cette année, on se dit, clairement, ce chiffre, il n'existe pas, tu vois. C'était du chiffre coup de bol parce qu'il y avait un besoin très ponctuel de masques. Le web, il y a un risque aussi que ça retombe sur le côté B2C, tu vois, qui a explosé. Donc, comment on continue à grandir avec ces deux marchés qui sont un peu casse-gueule. Et on a fait deux choses. On a eu le projet de construire une usine plus grande parce que ça rentrait plus, et c'était un projet industriel là de construire une belle usine en France et d'avoir de la capacité à croître. Et on a racheté d'autres boîtes. On a racheté des clients et des concurrents. On a racheté 2 e-commerçants. L'un qui était notre client, qui était le fabuleux Chaman, qui était un dessinateur qui vendait des t-shirts sur Internet. Et pendant le Covid, en 2020, c'est notre plus gros client. Je pense que dans les 4,6 millions, il fait 800 000, un truc comme ça. Et en pleine année 2020, il me dit qu'il veut arrêter sa marque, en tout cas dans la manière dont il le fait aujourd'hui. Il voit que c'est nous qui produisons tout, que ça se passe bien. Il me dit, en fait, je voudrais continuer à faire ce que j'aime dessiner. Et je voudrais que toi, tu prennes toute la brique e-commerce, toute la brique marketing, toute la brique SAV, toute la brique production. En gros, je dessine, la marque est à toi, tu la vends où tu veux, quand tu veux, et on trouve un deal de commissionnement et de rachat de la boîte. Et si je faisais pas ça, en fait, j'avais un risque de perdre le client.
qu'il aille proposer ça à quelqu'un d'autre, et j'avais un risque ou alors qu'il arrête tout simplement. Tu vois, j'avais que des mauvais côtés à pas faire ce deal. Ensuite, on a racheté un concurrent qui s'appelle Whoop, qui était notre plus gros concurrent sur les sites de vente privée. Globalement, quand il y avait quelqu'un qui vendait des t-shirts sur vente privée, c'était soit lui, soit nous pendant des années. Et là, lui, contrairement à nous, il ne produisait pas. Il sous-traitait sa production à d'autres personnes, enfin à une autre entreprise que Katanga. Et du coup, il y avait des problèmes de production. Et nous, quand on produisait un t-shirt, on gagnait plus d'argent que lui parce qu'on maîtrisait la production. Et donc, on a fait cette deuxième acquisition. Et cette deuxième acquisition, on l'a fait juste après avoir lancé le projet Nouvelle Usine. On a fait financer le projet Nouvelle Usine, donc on a trouvé les financements bancaires, c'est que du financement bancaire, pour construire cette usine qui fait 3000 mètres carrés, qui est une usine très inspirée Tesla, qui est sol blanc, des fenêtres partout, c'est chauffé, climatisé avec un système de pompe à chaleur, tu as des bureaux au milieu de l'usine, tu parlais de lean, mais on a mis des bureaux responsables de prod, on a mis des bureaux PAO au milieu de l'usine, des bureaux achat au milieu de l'usine, et un peu très inspiré sur ce que Tesla fait. Et en fait, on a l'opportunité de racheter Whoop, notre plus gros concurrent sur vente privée, et on va repitcher les banques, enfin je vais repitcher les banques pour leur dire, écoutez, vous avez été super sympa de me faire confiance sur construire une usine, sortir de terre une usine, alors c'est une rénovation, mais rénover cette friche industrielle. Maintenant, il va falloir que je la remplisse. Clairement, c'est un gros challenge parce qu'il faut que j'arrive à trouver le business sur différents marchés pour remplir cette usine. Ça peut être long. Et ce que je vous propose, en fait, c'est j'ai une solution. C'est j'ai une société, c'est un concurrent. Si je le rachète aujourd'hui, je remplis l'usine tout de suite. Et en fait, je sécurise mon investissement d'usine. C'est 300 000 t-shirts personnalisés par an qui sont vendus par cette boîte. Et ça va être un peu le bordel parce que c'est du gros volume à intégrer d'un coup. Mais clairement, ça vient dérisquer notre investissement usine. D'accord. Donc voilà. Construire l'usine, c'était un peu un rêve. Et ensuite, les rachats qu'on a faits ont été pour rentabiliser ce rêve et ramener du flux de production assez rapidement pour remplir l'usine. Ok. Donc aujourd'hui, elle est fonctionnelle, l'usine. Ça tourne bien. Ouais, on l'opère depuis janvier 2022. Les 6 premiers mois ont été une grosse galère. Les ateliers repartaient mal, tu avais des soucis de qualité, les process qu'on avait mis en place dans l'ancienne ne fonctionnaient plus. On a eu beaucoup de problèmes, on avait des fournisseurs qui livraient encore les anciens entrepôts. Donc plein de galères de calage. On a lié cet emménagement avec le recrutement d'une personne clé qui est un directeur de prod. Qui est vraiment arrivé en même temps que l'usine. Je m'amuse à dire qu'il a été livré avec l'usine. Et c'est le moment où j'ai vraiment, pour de vrai, lâché la prod. Je l'avais lâché un petit peu avant, je l'avais lâché 6 mois avant. J'avais pris un directeur de prod externalisé pour me gérer la dernière fin d'année dans les anciens locaux, qui allait être hyper compliqué en termes de volume, de taille, de place, et me gérer le déménagement et toute la coordination des différents prestats qui me tétanisait un peu. Tu vois, je me sentais pas capable de gérer ce déménagement. En gros, sa mission, c'était tu fais en sorte que on garde nos clients, on tienne nos clients sur la dernière fin d'année bordélique dans l'ancienne usine. Tu déménages l'usine, tu rebranches toutes les machines et une fois que c'est fait, j'ai un directeur de prod qui vient prendre le relais. Voilà. Et ce directeur de prod, il vient du web to print, donc d'un imprimeur en ligne qui est beaucoup plus gros que ce qu'était et que ce qu'est toujours aujourd'hui Katanga. Et du coup, il nous a amené, il a eu un peu carte blanche pour redessiner toute la partie process, toute la partie équipe. Il a construit son équipe de zéro. Il a pris l'équipe actuelle, mais ensuite il a créé un management intermédiaire. Il a vraiment fait décoller la partie organisation de la prod.
Okay. Et donc aujourd'hui ça tourne bien. 2023, on a fait 40% de croissance par rapport à 2022. Ce qui est assez colossal, et pourtant on n'a jamais aussi bien livré, tu vois, en temps et en heure. On a des taux de défaut, des taux de SAV qui sont ultra faibles, ce qui était l'objectif du modèle, mais on a un peu prouvé notre thèse on nous met dans des bonnes conditions matérielles, tu vois, usine, lieu, on met une bonne équipe et on met les bons process informatiques et humains, et la croissance va suivre. Et c'est ce qu'on a fait en 2023. Ok. Et ce transfert d'usine là, t'as réussi à garder tes clients, à quand même à livrer tous tes clients, ou t'as eu des problématiques de livraison? Alors non, on a eu des problématiques, mais on avait quand même pas mal anticipé. C'est ce qui a rendu notre année 2022 compliquée, c'est que en fait on avait quand même pas mal bloqué la prise de commande pendant, tu vois, le mois de janvier où on déménage un 7 janvier. Je crois que les commerciaux, en fait, ils disent non à toutes les commandes qu'ils prennent depuis le 15 décembre jusqu'au 15 janvier. Tu vois, c'est un peu la consigne qu'ils ont. Ensuite, on a sous-traité une partie des commandes sur des clients où en fait on ne peut pas dire non. Tu vois, on est connecté, on est branché, on peut pas dire non. On a sous-traité ça. Ça a été galère. Gérer de la sous-traitance sur des marchés qui sont pas vraiment sous-traitables, parce que on a développé notre propre manière de traiter les commandes, et du coup tu ne peux pas apprendre ça à un sous-traitant, et en plus que c'est du très ponctuel, tu vois, ils savent qu'on va reprendre la prod derrière, donc ils ont même pas envie de s'investir dans ça. Donc ouais, bonne galère, parce que même si on avait dit aux commerciaux couper la prod, il y avait quand même des commandes qui arrivaient. T'as eu des inversions, si t'as eu plein de problèmes, ouais. mais on les a traités un par un. On a été très transparent avec nos clients. On était hyper large sur les délais qui étaient prévus. Tu vois, on prenait aucune urgence, voilà, on expliquait, on déménage une usine, c'est la première fois qu'on le fait. C'est pas qu'il va y avoir de la casse, mais on prend pas de risque sur la partie urgence. Voilà. Et on a redémarré les ateliers un par un. On a redémarré la partie sérigraphie, puis broderie, puis transfert, pour remettre pas du on-off sur tout d'un coup. J'ai une question. Moi, j'aime bien les outils. Enfin, j'ai un outil que j'adore, c'est Pareto. C'est tout con, mais le 80-20. C'est le 80-20. Et je me demandais, toi, dans toutes les actions que tu as pu mettre en place et tout ce que tu as pu faire, est-ce que tu as une méthode, un outil, toi, qui t'a aidé à prendre des décisions rapidement, ou quelque chose que tu aimes bien utiliser au quotidien pour actionner et avancer dans ta prise de décision? Mais mon application de notes sur mon iPhone. Incroyable. Comment reprendre une usine avec notes? Google Sheet et notes. C'est incroyable. Ouais, non, en vrai, on démarre quasiment tous les outils avant de les développer. On les démarre sous Google Sheet. Toutes les fonctionnalités qu'on va développer sur un outil, on les fait d'abord marcher sur un sheet. Non, après, on utilise, on a logiciel CRM gestion, on utilise celle-ci. Logiciel de gestion de donc celle-ci, ça nous donne la visibilité sur tout notre pipe client, sur toutes nos commandes. Logiciel de gestion de production, on l'a développé. Du coup, c'est notre propre outil. Il s'appelait Kanban, et parce qu'il est un peu construit comme ça. Et on vient de le renommer, on l'a appelé Factory avec un K. Là, on l'a vraiment adapté à nous. On avait regardé ce qui existait sur le marché. T'avais pas grand chose, et c'est vrai que quand tu commences à avoir un dev en interne, c'est quand même hyper confort de faire mettre le bon bouton au bon endroit, de faire gérer le logiciel en interne. Ça amène plein de complexité. À un moment, je me suis demandé si on faisait le bon choix, parce que il a vite été saturé. Tu vois, au début, la première version est sortie, c'était incroyable pour tout le monde. C'était le jour et la nuit par rapport à avant. Puis en fait, t'as tout le monde qui lui est tombé dessus avec des demandes d'opti, des demandes de modification, des demandes de correction. Et en fait, on s'est mis à être beaucoup moins. Pardon. On s'est mis à être beaucoup moins agile sur la partie sortie de nouveautés pendant longtemps.
On a dû staffer un peu plus son équipe, on a dû trouver une méthode, voilà. Mais donc le logiciel, celui-là on l'a construit, et notamment ce qu'il a vite développé, c'est des stats. J'ai un énorme dashboard sur cet outil qui me permet en fait d'avoir la visu sur qu'est-ce qu'on vend tous les jours, quels sont les ateliers qu'on sature, qu'est-ce qu'on vend, en fait qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort de l'usine. Sur tous les ateliers, tu vois, au début t'es un peu, tu vois un peu de loin, tu vois, t'as le nombre de commandes qui rentrent, le nombre de commandes qui sortent. Ensuite tu le regardes par atelier. Ensuite tu peux le regarder sur chaque atelier, où est-ce que ça peut saturer, tu vois, où est-ce qu'il y a plus de demandes, sur quel service, etc. Voilà. Donc c'est pas un outil. Non, mais ça me permet de rebondir et savoir un peu toi, c'est quoi les KPI aujourd'hui qui te permettent de. T'as 3 KPI aujourd'hui que tu suis, c'est lesquels que tu vas suivre pour gérer Katanga? Alors j'en ai sur différents marchés. Tu vois, j'en ai sur la partie commerciale. On est en train de les redéfinir actuellement. Jusqu'à il y a pas très longtemps, on regardait le chiffre d'affaires, la marge et le nombre de clients par un peu par mois qu'on faisait. Enfin, du coup, on suivait ça de manière hebdo avec les différentes équipes. Là, on est en train de les redéfinir et je fais accompagner mes équipes en ce moment par un directeur commercial externalisé qui vient d'une beaucoup plus grosse boîte pour nous aider justement à définir les prochaines phases de croissance de Katanga et comment on va les faire. C'est pas tout de vouloir grandir, mais c'est quoi en fait un peu les paliers pour y arriver. Donc là, on va beaucoup plus suivre la partie prospection. C'est à combien de nouveaux clients prospects on parle toutes les semaines et tous les mois, et ensuite le taux de conversion. Là on s'est mis à challenger les différents commerciaux sur la partie taux de conversion. On s'est aperçu que des seniors convertissaient beaucoup plus vite que des juniors, et si tu suis ça régulièrement, c'est une donnée intéressante. Donc ça c'est pour la partie commerciale. Sur la partie prod, là c'est un peu ce que je t'ai dit, je regarde qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Tous les soirs, on a un rapport pour l'instant qui est manuel, fait par le service ADV, qui nous dit aujourd'hui, c'est sur Slack comme outil, aujourd'hui tant de commandes rentrées en prod, tant de commandes sorties en prod, l'encours de production, c'est tant de dossiers, tant de séries, tant de pièces. Donc nous, un dossier, c'est une commande client. Une série, c'est s'il a commandé des sweatshirts et des mugs, ça va être 2 séries. Et tant de pièces, c'est combien il y a de marquages sur ces pièces. Un sweat qui est marqué 2 fois, pour nous, c'est 2 marquages. Voilà. Et le nombre de dossiers en retard, en quantité de commandes, en quantité de séries, et en quantité de pièces, de nouveau, en pourcentage du total. Et ça, c'est un KPI service client, tu vois, satisfaction client qui est ultra clé. Donc ça, c'est ce qu'on suit tous les jours. Et après, de manière bimensuelle, on suit les stats de SAV. Tu vois, la qualité, c'est ultra important quand tu grossis. Tu peux vite dégrader, en fait, c'est ce que j'expliquais, mais des trucs qui marchent bien quand t'es petit et quand t'es 6, en fait à 50 ça marche plus. En fait à 50 il faut que les process ils soient au cordeau, il faut que les process soient écrits, il faut que le process qualité, tu vois, c'est pas n'importe qui décide que cette pièce on peut l'envoyer au client. Donc on a un peu redéfini tout ça, et ça du coup tous les 15 jours en fait on étudie tous les cas de gâches ou de SAV, de gâches de prod. Qu'est-ce qui a causé des gâches de prod, quels sont les ateliers générateurs de gâches, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut mettre en quick win pour réduire ça. Voilà, un peu. Dans le podcast, on va essayer de décrypter finalement pourquoi une entreprise connaît son succès, enfin, quels ont été les choix qui ont fait que Katanga connaît son succès d'aujourd'hui. Moi, de ce que tu nous racontes, j'en ai souligné 3. Le premier, c'était la satisfaction client. C'était le fait que finalement, vous pouvez adresser tous leurs besoins avec les différentes technos que vous proposez. La deuxième, c'était la digitalisation. C'était le fait que finalement, vous avez été digitalisé quand peut-être vos concurrents n'ont pas fait cet effort-là. Et la troisième, c'est la maîtrise de la techno.
enfin en tout cas la maîtrise du process de bout en bout. Ouais, maîtrise de la prod. Si on prend l'exemple de Whoop, finalement c'est ce qui leur a fait défaut. Enfin, en tout cas qui est un des éléments. Est-ce que toi tu vois un 4e, un 5e levier? Non, ouais, c'est bien résumé. Moi, j'aurais commencé par la maîtrise de la prod. Okay. En 1 et du coup dans la maîtrise de la prod t'as le côté ADN technologique, tu vois, où nous on veut mettre de la techno partout, on veut automatiser tout ce qui est automatisable, on veut avoir un peu plein de ratios, donc ouais, et en fait c'est ces deux qui font le 3e qui est la satisfaction client. Mais la satisfaction client, c'est bien sûr quelque chose qui nous drive et qu'on suit, mais c'est la conséquence de tu maîtrises ta prod et tu maîtrises ta prod aussi grâce à la technologie, qui fait que on arrive plus facilement à satisfaire nos clients et plus que nos concurrents qui n'ont pas forcément évolué là-dessus. Ok. Et donc aujourd'hui, où est-ce que tu te vois avec, toi personnellement et peut-être Katanga aussi dans 5 ans, dans 10 ans? On espère qu'on va continuer à se développer. Nous, le côté assez cool chez Katanga, c'est qu'on lance un peu tout le temps des nouveaux projets, des nouveaux marchés, un peu sous forme de petites business units, de petites boîtes dans la boîte. Et c'est ça qui fait que la partie équipe commerciale s'éclate. C'est qu'en fait, ils sont les patrons de leur propre business unit, ils gèrent leur business unit comme une boîte. Et ils ont en support une super usine, une équipe administration des ventes, une équipe maintenant RH, une équipe finance, en fait, pour les mettre en réussite sur ces leviers. Donc ça, en fait, on pense que on va continuer à développer des nouvelles business units sur des nouvelles niches de marché. On est en train, là, la petite actu, c'est qu'on est en train de franchiser le concept Katanga. On est en train, en fait, d'ouvrir des agences physiques et de mailler le territoire. Alors, on n'est pas en train de franchiser le concept production, on est en train de franchiser le concept agence de communication, la partie commercialisation. On met des agences commerciales un peu partout qui vont s'appuyer sur le savoir-faire de production et le savoir-faire d'achat de Katanga. En fait, on leur met à disposition notre centrale d'achat, l'accès à des super conditions sur le textile, les objets, et l'accès à notre super usine de production qui est complète, qui est la seule qui est capable de personnaliser tous ces produits pour les mettre en réussite et permettre à ces agences d'adresser leurs clients, petits, moyens et gros, sans contrainte. Et on le fait sous forme de franchise pour que ce soit moins lourd à déployer, dans le sens où ça va être des petites entités et des entrepreneurs à la tête de chaque entité qui vont développer leur propre boîte plutôt que une équipe commerciale qui va devenir énorme et qui va commencer à être compliquée à gérer si on le faisait depuis Katanga. Et le côté maillage du territoire permet aussi d'être au plus proche des clients, des prospects, des industriels, des PME de chaque région qui ont des besoins. Voilà, donc ça, on est au tout début. On a lancé la première agence en septembre 2023. Sur 2024, sur le premier trimestre, cette agence, c'est devenu le 3e plus gros client de Katanga. Sachant que le premier client de Katanga, c'est Bureau des Goodies, qui est une de nos filiales. Le 2e plus gros client de Katanga, c'est Whoop, qui est une de nos filiales. Et le 3e client de Katanga, c'est devenu l'agence Katanga, qui est la première agence. Donc en fait, on y croit beaucoup parce qu'on est en train de développer nos plus gros clients. Et en fait, du coup, ça sert même le marketing de Katanga parce qu'on a plein de gens dans plusieurs régions qui vont parler de Katanga, du savoir-faire, du côté usine. Et nous, à la fois, on leur sert notre usine, notre service client, notre service ADV, etc. Okay. Donc je sais pas où je serai, mais on a plein de projets qu'on appelle des cannes à pêche qui sont lancés et on espère que ça va remonter un peu de poisson. Et il y a un truc que j'aimerais bien noter là dans ce que tu as dit, j'adore. En fait, je sais pas si tu l'as fait volontairement ou pas, mais c'est donner la possibilité à des gens dans ton usine d'avoir leur boîte, mais en fait faire de l'intrapreneuriat à travers des projets. Finalement, toi, ce que tu avais fait et qui t'a poussé à reprendre Katanga, et cette philosophie, je la trouve vraiment géniale parce que ça permet vraiment à tout le monde. On a peut-être parfois, tu sais, la fibre un peu entrepreneuriale, on a envie d'entreprendre, mais avoir ce côté sécurisant avec tout à disposition et une bonne structure, ça permet aussi de développer ce côté-là et le permettre pour tes employés. Je trouve ça génial.
Ouais, bah en fait, c'est effectivement ce que j'avais connu dans mon ancienne boîte avec mon mentor qui était l'ex-patron de Cdiscount, qui m'avait donné cette chance en fait de développer. Voilà, School Touch, j'ai tout créé, quoi. J'ai trouvé le nom, j'ai trouvé le logo, j'ai recruté les premiers salariés, on a créé le marché, on a décidé de qu'est-ce qu'on allait vendre, à qui on allait le vendre et comment on allait le vendre. Et en fait, on a refait ça avec Katanga. Et on l'a fait par défaut au début parce que le deuxième marché qu'on a développé, c'est les créateurs de marques. Et en fait, à la base, c'est du coup, j'avais Richard et moi commerciaux, tu vois. Et Richard a un client qui s'appelle Morgan et qui est un créateur de marque, qui a créé sa marque de textile et qui vient du coup le voir pour trouver un sous-traitant pour qu'on lui vende des produits marqués. Et ça se passe hyper bien, tu vois, ça devient un gros client de Richard. Et petit à petit, moi, j'avais aussi mes propres marques que je commençais, de t-shirts à messages, etc. Et je m'entends bien avec Morgan qui vient souvent à l'usine. Et je lui dis, mais je sais que tu fais ça à temps plein, mais est-ce que t'as pas un peu de temps? Est-ce que tu veux pas faire un peu de freelance pour nous, pour dessiner des logos? T'as l'air de bien dessiner, ta marque est super. Donc, il commence à bosser pour nous comme ça. Et puis, au bout d'un moment, il me dit, écoute, moi, j'ai un projet. Je pense que, tu vois, moi j'étais un créateur de marque, enfin je suis un créateur de marque, et je pense que c'est un marché énorme pour vous. En fait, il y a des centaines et des centaines de jeunes créateurs qui recherchent juste un atelier comme Katanga, mais il faut que cet atelier sache hyper bien les accueillir. Il faut qu'elle utilise les bons mots, qu'elle soit rassurante, qu'elle les accompagne correctement. Et il y a quelques ajustements à faire par rapport à comment vous m'avez accueilli moi. Pour corriger ça. Et j'aimerais bien venir le développer chez Katanga, si ça te dit, donc passer de l'autre côté, devenir un peu sales. Et il a créé sa business unit. Et aujourd'hui, là, cette année, il va faire quasiment 1 million d'euros sur la partie créateur de marque. Il accompagne du coup 200, 300 créateurs de marque depuis ses débuts pour les accompagner sur la création de marques. Et du coup, après, on l'a redupliqué, ce modèle, sur la partie étudiante. Je me suis relancé bien plus tard sur le marché étudiant et j'ai pris quelqu'un dont c'est le projet, enfin qui a lancé, là c'était notre idée, mais qui a lancé le projet de A à Z et qui s'appelle Lucie, qui est du coup la patronne de l'uniforme. On a créé une marque dédiée, un site dédié, une équipe dédiée pour cette marque. Mais Katanga, c'est énorme. Quand tu regardes à chaque fois, il y a Katanga, il y a tel Waouh, c'est incroyable, c'est énorme. Mais il y a un bon potentiel, mais c'est ce que je dis souvent à mon équipe, c'est qu'on est quand même, tu vois, on a lancé plein de cannes à pêche et franchement, oui, il y a tout qui marche bien. Tu vois, les créateurs, ça marche bien, les étudiants, ça marche bien, les entreprises, ça marche bien, le print on demand, ça marche bien. On sait le faire. À chaque fois, on a la bonne usine, on a la bonne équipe, on a tout. Maintenant, ce qu'on cherche à faire, c'est de devenir plus gros sur chaque secteur. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire grossir un peu les équipes sur chaque marché. Et ça, c'est challengeant, tu vois. Là, on est en train de staffer les petites business units où on a eu Morgan sur le marché créateur de marque. Il était tout seul pendant, je pense, 2 ans. Il est devenu excellent lui-même. Et là, maintenant, on est en train de lui dire, deviens un manager, forme ton équipe, recrute une équipe, forme-la. Et c'est un autre métier, en fait. T'es en train, et on fait ça simultanément sur toutes nos business units pour les faire grossir. Génial. Mais bravo, hein. Bravo pour le parcours. Chapeau. En tout cas pour nous, pour Hugo et moi, qui commençons aussi dans l'industrie, je pense qu'on trouve ça hyper inspirant. Et on a, à mon avis, on a des jeunes aussi qui vont écouter ce podcast. Et peut-être est-ce que toi tu as un conseil pour quelque chose à suivre pour un jeune qui commencerait dans l'industrie? Quel serait ton conseil à lui donner? Dans l'industrie, alors tu vois, c'est l'endroit où je me sens. C'est vrai que maintenant j'ai une petite usine, mais je me sens le moins pertinent pour donner des conseils. Non, là où moi, un peu une clé du succès de la reprise de Katanga, mais encore une fois, c'est une reprise. Moi, je dis souvent que j'aurais été incapable de créer Katanga, de créer une boîte dans l'industrie, j'aurais été incapable. Et moi, je trouve que la clé, c'est de faire, en fait. Enfin, tu vois, c'est d'aller rencontrer les équipes, de surtout pas croire des choses en lisant des tableurs Excel, en regardant des logiciels avec des stats. C'est en fait, tu comprends beaucoup plus vite en faisant toi-même toutes
les étapes de la chaîne. Et surtout, moi, c'est ce qui m'a permis, en termes derrière de management, d'être vachement bien accepté. Parce que je suis arrivé avec hyper humble. En fait, j'y connais rien. C'est la première fois que je visite une usine quand j'ai racheté Katanga. Tu vois. Explique-moi en fait qu'est-ce que c'est ton travail, comment tu fais pour sortir ce t-shirt qui est incroyablement beau en fin de prod. C'est quoi tout le process, comment tu fais ça et comment tu as appris à faire ça et qu'est-ce que c'est les problèmes que tu as et en fait échanger avec les équipes du terrain c'est déjà c'est hyper intéressant, c'est hyper formateur et j'ai moins le temps de le faire qu'avant mais à chaque fois que je vais tu vas faire le tour de l'atelier et parler avec chaque personne en fait, je ressors de là, j'ai appris des choses et en général, je donne des petits tips à mon directeur de prod. Tiens, là, on a un problème, là, on a un goulot, là, il faut qu'on s'occupe de ça parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais ça prend vachement de temps. Voilà. Donc, ouais, passer du temps à faire avant de vouloir faire. Okay. Très clair. Ok, nice. Moi, trop bien. Pas plus. Je crois qu'on a pas plus de questions. Merci beaucoup, Thibaut, pour ce podcast. Mais avec plaisir. C'était très très chouette. Merci beaucoup. Super inspirant. Enfin, je pense qu'on a un super épisode ici. Voilà. Est-ce que toi, ça a été chouette? J'espère que ça a été chouette pour toi aussi. Ouais, non, c'est super chouette. Bravo de faire parler de ça parce que le côté industrie est aussi assez très peu médiatisé, je trouve. Donc c'est très sympa. Ouais. Bravo. Mais c'était un peu le but, nous, tu vois, un peu tous les jours sur LinkedIn, on essaye on fait des posts en commun, enfin chacun de notre côté, mais pour un peu rendre accessible le monde industriel et on voulait vraiment accentuer ce côté média avec ce podcast pour mettre en lumière ce qui se passe et comment ça se passe sur le terrain parce que moi ce que je déplore un peu avec le monde industriel ça va être ce côté grisâtre où si je te demande de donner une couleur quand je te parle de l'industrie souvent ce qui va ressortir c'est le côté gris, sale et en fait l'industrie il y a tellement de choses et tu l'as montré par toi-même avec Katanga tout ce que tu as pu faire et tout ce qu'on peut entreprendre dans le monde industriel et ça j'espère du coup que ça va pouvoir inspirer un maximum de gens les gens qui vont écouter l'émission. Ouais, non, il y a clairement de très belles choses à faire dans l'industrie et autant il y a 8 ans quand j'ai racheté la boîte, tu vois, l'industrie c'était pas trop ce qu'il fallait faire et c'était pas trop poussé. Ouais. Et autant il y a quand même un gros changement aujourd'hui. On parle de plus en plus de réindustrialisation, de made in France, de sauver les industries, mais aussi de créer des nouvelles industries. Donc je pense qu'il y a un tempo qui est un peu mieux. Pour travailler dans l'industrie et faire de belles choses dans l'industrie qu'il y a une dizaine d'années. Quoi. Carrément. Bon, merci en tout cas. Mais merci à vous. Merci. Bon après-midi. Bon après-midi à toi. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous aider à démocratiser les métiers des opérations en nous donnant votre avis en commentaire, en notant et en partageant cet épisode. Ce podcast vous a été proposé par Linkuz, l'expert du recrutement dans la supply chain, les achats et les opérations. La Sphère Indus revient dès le mois prochain. À très bientôt.